Ma famille m'a renié quand j'ai épousé un homme noir. Ils ont dit qu'il n'était pas l'un des nôtres. Pendant 9 ans, pas un seul appel. Puis l'entreprise de mon mari est entrée en bourse. Valeur nette, 44 millions de dollars. Maman s'est présentée à ma porte avec une liste d'exigences. Ma réponse l'a rendue. Mon nom est Iris Archer et j'ai 33 ans. Il y a 2 semaines, ma mère a sonné à ma porte, pour la première fois en 9 ans. Elle se tenait sur mon porche dans un cardigan beige, avec une valise cabine et un morceau de papier plié. Le papier n'était pas des excuses. C'était une liste, manuscrite, à l'encre bleue, avec des puces. Chaque puce avait un signe $. Total, 925 000 $. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle n'a pas demandé de nouvelles de ses petits-enfants. Elle a dit, nous devons parler de l'avenir de la famille. Mais voici ce que ma mère ne savait pas. Je tenais ma propre liste depuis 9 ans. Chaque carte d'anniversaire qu'elle avait renvoyée, chaque message vocal qu'elle avait ignoré, chaque SMS que ma sœur avait envoyé à mon sujet derrière mon dos. 29 éléments, tous étiquetés, tous datés, tous classés dans un classeur bleu marine que je gardais dans le tiroir du bas de mon bureau. Elle a apporté une liste de ce qu'elle voulait. J'ai apporté une liste de ce qu'elle avait fait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ici, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et pendant que vous y êtes, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Et quelle heure il est chez vous. J'adore les lire. Permettez-moi de vous ramener à l'été de mes 24 ans. L'été où ma famille m'a dit que je ne faisais plus partie d'eux. Millfield, Ohio. Population 2000 et quelques. Une église baptiste. Un salon de coiffure. Un restaurant où chaque cabine sentait le café et la graisse de bacon, quel que soit le rat. Laquelle on entrait. C'était ma ville. Mon monde entier jusqu'à mes 18 ans. Mon père, Kenneth, a travaillé à la scierie de la route 7 pendant 31 ans. Même car, même botte, même hochement de tête silencieux quand il rentrait à 17h42. Chaque soir. Ma mère, Diane, gérait le ménage et le comité des femmes de l'église avec une précision égale. Elle organisait le brunch de Pâques. Elle coordonnait la chaîne de prière. Elle décidait qui apportait quoi à chaque repas partage, et personne ne discutait. Ma sœur Paige avait 4 ans de moins et était tout ce que je n'étais pas. Bruyante, confiante, le genre de fille qui était élue reine du bal de promo et faisait semblant d'être surprise. Maman l'adorait. Papa l'appelait rayon de soleil. J'étais la silencieuse. Celle qui faisait la vaisselle sans qu'on le lui demande, qui obtenait des scores parfaits à tous les tests de maths. Et qui n'avait jamais de fête pour l'une ou l'autre chose. Je ne dis pas cela avec amertume. Je le dis parce que vous devez comprendre la logique. Dans notre famille, l'amour était un budget, et Paige était le poste. Qui était toujours financé en premier. Quand j'avais 18 ans, j'ai obtenu une bourse pour Ohio State. Tous frais payés. J'étais la première archer à aller à l'université. Maman a fait ma valise et y a glissé une carte, le genre avec des fleurs sur le devant et son écriture au dos. Reviens vite à la maison. Tu appartiens ici. J'ai gardé cette carte pendant 15 ans. Elle est toujours dans le tiroir de mon bureau, juste à côté du classeur bleu marine. Cette carte fut la dernière chose gentille qu'elle m'ait écrite. J'ai rencontré Marcus Ellison en statistique. Avancé au printemps de ma 3e année. Il était assis 2 rangées devant moi et résolvait des problèmes de régression comme s'il lisait une liste de courses. Calme, méthodique, jamais pressé. Il était en majeure ingénierie, mineur informatique, avec une bourse partielle. De Cleveland. Sa mère, Cora, était une bibliothécaire scolaire à la retraite. Son père, blanc des banlieues, est parti quand Marcus avait 4 ans. Cora l'a élevé seule.
Elle a travaillé 2 emplois jusqu'à ce que Marcus ait 16 ans. Puis elle a travaillé un emploi et fait du bénévolat à 3 endroits. Marcus était métis. Il avait les yeux de sa mère et la mâchoire de son père. Et cette façon d'écouter qui vous faisait sentir que tout ce que vous disiez comptait réellement. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un camion à tacos, près du campus. Il a payé avec des billets froissés. J'ai payé avec des pièces de monnaie. Nous avons partagé une horchata et avons parlé jusqu'à la fermeture du camion. Il m'a dit qu'il voulait construire quelque chose. Il ne savait pas encore quoi. Mais quelque chose qui résoudrait un vrai problème. Je lui ai dit que je voulais un travail où les chiffres signifiaient quelque chose. Il a dit alors nous sommes dans le bon domaine. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant qu'il ne me demande en mariage. 3 années calmes, constantes, sans histoire. Il a rencontré mes parents 2 fois. La première fois, maman a souri trop largement et l'a appelé Michael au lieu de Marcus. La deuxième fois, elle l'a appelé Marcus, mais ne l'a pas regardé en le disant. Les 2 fois, papa lui a serré la main et n'a presque rien dit. Je me suis dit que c'était le trac des gens de petite ville. Ils avaient juste besoin de temps. Paige était la plus honnête. À Thanksgiving, elle s'est penchée et a murmuré, « Il est gentil, mais maman ne sera jamais d'accord avec ça. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Je ne le savais pas. Pas encore. Marcus a fait sa demande un mardi. Pas de bague au début, juste une conversation à notre table de cuisine dans notre petit appartement près du campus. Il a dit, « Je veux passer ma vie avec toi. Je veux construire quelque chose avec toi. Me le permettras-tu » J'ai dit, « Oui. » Avant qu'il n'ait fini la phrase, j'ai appelé la maison ce soir-là. Maman a décroché au 3e bip. Je lui ai dit, la ligne est restée silencieuse. Pendant 7 secondes. J'ai compté. Tu dois réfléchir à ce que cela signifie pour cette famille, Iris. Pas de félicitations. Pas de « parle-moi de la bague ». Un avertissement. Papa est monté sur la ligne d'extension. Il s'est raclé la gorge 2 fois et n'a rien dit. 2 jours plus tard, Paige a envoyé un SMS. Maman pleure depuis ton appel. Es-tu heureuse maintenant? J'étais, en fait, pour la première fois. Depuis des années. Mais je n'ai pas répondu ça. 2 semaines après l'appel, une lettre est arrivée. Pas un email, pas un SMS, une lettre, manuscrite. L'écriture cursive de Diane Archer sur du papier crème. Elle a écrit 4 paragraphes. Le dernier disait, si tu vas jusqu'au bout, tu le choisis lui. Plutôt que ta famille. Nous ne pouvons pas soutenir cela. Nous n'y assisterons pas. Et si tu descends cette allée, n'espère pas repasser par notre porte. Il n'est pas des nôtres, Iris. Il ne le sera jamais. C'était la ligne. Elle l'a tracée à l'encre bleue sur du papier crème, et elle s'attendait à ce que je me tienne de son côté. J'ai lu la lettre 3 fois. Les plier, les mise dans un dossier en carton. Je ne savais pas pourquoi je la gardais. Quelque chose en moi, la partie qui classe les reçus et étiquette les relevés bancaires, m'a dit de la conserver. Je l'ai conservée. Nous nous sommes mariés au palais de justice du comté de Multnomah un samedi 2 juin. 12 invités, tous des amis, tous du côté de Marcus. Sa mère, Cora, est arrivée de Cleveland avec un sac de vêtements et une boîte Tupperware de gâteaux. 4 quarts. Elle a épinglé une fleur en soie à ma robe et a tenu mes 2 mains en disant « Bienvenue dans la famille, ma chérie ». Aucun père ne m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Il n'y avait pas d'allée. Il y avait un couloir avec des lumières fluorescentes, un juge qui a mal prononcé nos noms, et une réception dans un restaurant thaïlandais où nous avons rapproché 4 tables. Le colocataire de Marcus à l'université a
prononcer un toast qui a fait tellement rire tout le monde que Cora a renversé son verre d'eau. Ma robe coûtait 160 $ dans une friperie sur Hawthorne. Blanche, simple, elle me seyait parfaitement. Marcus portait un costume bleu marine qu'il avait acheté en solde. Nous ressemblions à deux personnes qui venaient de faire la chose la plus importante de leur vie avec un budget serré, parce que c'était le cas. Cette nuit-là dans notre appartement, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le bouquet des roses d'épicerie, 6 $, et mes mains tremblaient, non pas de doute, mais de chagrin. Je venais de me marier, et les deux personnes qui m'avaient élevé n'avaient pas assez d'intérêt pour y assister. Une semaine plus tard, j'ai envoyé une carte à Millfield. À l'intérieur, notre photo de mariage, Marcus et moi sur les marches du palais de justice, tout sourire. J'ai écrit « Nous sommes heureux. J'espère que vous pourrez être heureux pour nous un jour. » La carte est revenue 11 jours plus tard. Tamponnée en rouge. Retour à l'envoyeur. J'ai fixé ce timbre longtemps. Puis j'ai ouvert le dossier manille, y ai mis la carte, et j'ai écrit au stylo rouge, article 2, photo de mariage. Retourné. Ce fut le début du classeur. La première année fut la plus dure. J'ai appelé maman 4 fois. Messagerie vocale à chaque fois. J'ai laissé des messages courts, prudents, du genre où l'on choisit chaque mot parce qu'on sait que ce pourrait être le dernier qu'elle écoute. Salut, maman. Je t'appelle juste pour te dire bonjour. Nous allons bien. Marcus a trouvé un emploi dans une entreprise de logiciels en centre-ville. J'étudie pour l'examen de CPA. Tu me manques. Rappelle-moi quand tu seras prête. Elle n'a jamais rappelé. J'ai envoyé une carte pour son anniversaire, une carte pour l'anniversaire de papa, une carte pour Noël. Toutes les trois sont revenues avec le même tampon rouge. Papa a envoyé un seul SMS. Février, 4 mots. Ta mère a besoin de temps. C'était tout. Pas de suivi, pas de deuxième SMS. Les 4 mots sont restés sur mon téléphone comme un message vocal que je ne pouvais pas supprimer. Paige a posté une photo de famille sur Facebook ce printemps-là. Maman, papa, Paige, le petit ami de Paige de l'époque. Tous souriants. Légende, dîner du dimanche avec mes gens. Je n'étais pas sur la photo. Je n'avais jamais été invité. J'ai imprimé la capture d'écran, non pas pour me torturer. Je l'ai imprimée parce que j'avais commencé à faire quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Classer des choses. Chaque carte retournée, chaque journal d'appel. Sans réponse, chaque preuve que ma famille avait décidé que je n'existais plus. Je les ai mis dans le dossier manille, et en mars, le dossier était assez épais pour que je transfère tout dans un classeur bleu marine, avec 3 anneaux. Il n'est pas des nôtres. Sa voix résonnait dans ma tête à des moments étranges, au supermarché, chez le dentiste, à 2h du matin quand Marcus dormait et que l'appartement était sombre. Je voulais que les mots cessent de me faire souffrir. Ils n'ont pas cessé, mais ils sont devenus plus silencieux. Le classeur est devenu plus épais. La deuxième année, Marcus a quitté son emploi. Non pas de manière imprudente. Il avait un plan. Pendant 6 mois, il avait construit un prototype les soirées. Les week-ends, une plateforme de conformité pour les petites entreprises. Le genre de logiciel qui rendait les dépôts SEC et les audits financiers moins pénibles pour les entreprises qui ne pouvaient pas se permettre une équipe juridique. Il connaissait la conformité. Je connaissais la finance. Entre nous deux, nous comprenions le problème exact que personne d'autre ne voulait résoudre. Rendre la paperasse réglementaire gérable pour les entreprises de moins de 50 employés. Il a installé un bureau dans notre garage, 2 écrans, un radiateur d'appoint et un tableau blanc qu'il avait acheté chez Goodwill pour 12 $. Je rentrais de mon travail d'analyste tous les soirs, réchauffais là
Soupe de la veille et m'asseyais à côté de lui pour revoir les modèles. Financier jusqu'à minuit. J'ai construit la structure tarifaire. J'ai rédigé les listes de contrôle de conformité. J'ai testé chaque module par rapport aux véritables directives de la SEC. Marcus a construit le moteur. J'ai construit le tableau de bord. Aucun d'eux nous n'a assez dormi. Compliance Core a été lancé 7 mois plus tard avec 4 clients et un essai gratuit qui a planté 2 fois le premier jour. Cette année-là, j'ai aussi fait autre chose. J'ai amélioré le classeur. Le dossier Mani débordait. Carte retournée, transcription de messages vocaux. Une capture d'écran Facebook et la lettre d'ultimatum originale sur papier. J'ai acheté un vrai classeur. Bleu marine, 3 anneaux, des intercalaires pour chaque année. Des étiquettes au stylo rouge sur chaque élément. Onglet 1, année. 1, 7 éléments. Je ne montais pas un dossier. Je ne préparais pas de vengeance. Je faisais ce que j'avais toujours fait, je tenais des registres parce que j'étais analyste financière et les analystes financiers ne jettent jamais les documents. Mais j'ai commencé à numéroter les éléments et j'ai commencé à écrire la date sur chacun d'eux, parce que les chiffres ne mentent pas et moi non plus. Liam et Sophie sont arrivés un mercredi matin de novembre. 6 livres chacun. Des boucles foncées identiques. Sophie a hurlé pendant 4 heures d'affilée. Liam a dormi pendant tout ce temps. Marcus a pleuré. Je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant. Il tenait Sophie dans son bras gauche et Liam dans son bras droit et se tenait près de la fenêtre de l'hôpital en disant « Ils sauront qu'ils sont aimés chaque jour ». Cora est arrivée le lendemain matin. Elle est restée 2 semaines. Elle a cuisiné. Elle a nettoyé. Elle a bercé Liam à 3 heures du matin pendant que je nourrissais Sophie. Elle a apporté une couverture qu'elle avait crochetée, jaune et blanche. Assez douce pour vous faire pleurer, et un bracelet en argent pour chaque bébé. Gravé de leurs anniversaires. C'était ça, une grand-mère. J'avais envoyé à Diane les photos d'échographie 5 mois plus tôt. Retourné. J'ai envoyé des faire-part de naissance, 2 cartes, une pour chaque jumeau. Retourné. J'ai envoyé des photos. Liam dormant sur la poitrine de Marcus. Sophie agrippant mon doigt. Retourné. 3 éléments ajoutés au classeur. Article 13, 14, 15. Paige a envoyé un SMS à quelqu'un que nous connaissions. Toutes les 2 du lycée. L'ami commun a fait une capture d'écran et me l'a envoyé sans commentaire. Le texte de Paige disait « Ces enfants n'ont pas de vrais grands-parents. » C'est ce qu'elle a choisi. Je suis resté dans la chambre d'enfant avec ce texte sur mon écran pendant 11 minutes. Sophie dormait dans le berceau. Liam était dans mes bras. J'entendais Cora dans la cuisine fredonner quelque chose de douant. Lavant les biberons. Mes enfants avaient une grand-mère. Elle s'appelait Cora Ellison et elle venait de Cleveland toutes les 6 semaines. Et ne manquait jamais un anniversaire. J'ai imprimé le texte de Paige, les classés. Article 16, stylo rouge daté. La 4e année, le classeur contenait 19 éléments. Je veux être clair sur quelque chose. Je n'ai pas gardé ce classeur par rancune. Je ne le feuilletais pas la nuit, alimentant un fantasme de confrontation. La plupart des semaines, j'oubliais son existence. Il restait dans le tiroir du bas de mon bureau, derrière les dossiers fiscaux et les vieux documents d'assurance, à prendre la poussière. Mais chaque fois que quelque chose arrivait, une carte retournée, une capture d'écran transférée, une transcription de message vocal que je sauvegardais parce que la supprimer me semblait effacer une preuve, je le classais. Même processus. Imprimé, étiqueté, daté, stylo rouge, onglet. Marcus m'a demandé un jour. Pourquoi gardes-tu tout ça? Je lui ai dit la vérité. Parce qu'un jour, quand les enfants seront assez grands, ils pourraient demander pourquoi ils n'ont pas de grands-parents de mon côté, et je veux qu'ils aient les faits. Pas ma version, pas sa version.
Les reçus. Il a hoché la tête. Il comprenait les reçus. Il était ingénieur. Les ingénieurs tiennent des journaux de construction. À ce moment-là, Compliance Corps comptait 11 employés. Nous avions déménagé du garage dans un vrai bureau dans le Pearl District. Marcus travaillait 60 heures par semaine. Je travaillais 40 heures à mon cabinet et 20 de plus sur les comptes de Compliance Corps. Nous avions engagé une nounou à temps partiel pour les jumeaux. Nous dînions ensemble tous les soirs à 18h30. Inaliénable. Le silence de l'Ohio était devenu un fait de la vie, comme le temps. Certains jours, je le remarquais. La plupart des jours, non. Cora venait toutes les 6 semaines. Les jumeaux l'appelaient mamie. Elle a appris à Liam à faire des grillés cheese. Elle a appris à Sophie les noms de tous les oiseaux du jardin. Je ne le savais pas alors, mais ce classeur allait devenir le document le plus important de ma vie. Plus important que mon diplôme, plus important que notre certificat de mariage, plus important que le dossier d'introduction en bourse. Que je signerai 5 ans plus tard. Année 5, 15 employés, un vrai bureau avec une enseigne sur la porte et une salle de conférence avec un tableau blanc qui ne venait pas de Godwill. Compliance Corps grandissait, pas vite, pas de façon flashy, mais régulièrement. Le genre de croissance qui ne fait pas les gros titres, mais qui paie les salaires et maintient les lumières allumées. Marcus codait toujours. Il refusait de devenir le genre de PDG qui arrêtait de construire le produit. La plupart des matins, il était à son bureau à 6h30, avec des écouteurs, plongé dans des problèmes d'architecture que je ne prétendais pas comprendre. Je gérais tout le reste. Flux de trésorerie, contrat fournisseur, projection trimestrielle. L'entreprise était sa vision. Les chiffres étaient les miens. Nous avons acheté notre première maison cette année-là, un bungalow artisanal. Dans le quartier de Selwood à Portland. 3 chambres, parquet d'origine, un jardin avec un prunier que les jumeaux ont revendiqué comme leur fort. Je me souviens d'avoir signé les papiers d'hypothèque en pensant, c'est à nous. Personne ne nous a donné ça. Nous l'avons construit. Liam a commencé la maternelle. Sophie a commencé la maternelle. Ils prenaient le même bus et s'asseyaient au même rang, et se disputaient pour savoir qui aurait la place. Près de la fenêtre. Normal. Magnifiquement. Douloureusement normal. Un mardi. Soir d'octobre, j'ai fait l'erreur de consulter Facebook. Diane avait posté une photo de famille, semblant provenir d'un dîner de pré-Thanksgiving. Nouvelle salle à manger. Paige et son mari. Un bébé dans une chaise haute. Le fils de Paige. Mon neveu. Je ne l'avais jamais rencontré. Légende, mon monde entier. 3 personnes sur la photo. Un bébé. Une table. Une famille qui n'incluait ni moi, ni mes enfants, ni l'homme que j'avais épousé. J'ai fermé l'application, je suis allé me coucher, je n'ai pas pleuré. J'avais cessé de pleurer à cause de Diana Archer vers la 3e année. Certaines blessures ne guérissent pas, elles s'engourdissent. Paige s'est mariée là. 6e année. Je l'ai appris par Instagram. Les photos étaient magnifiques. Une église blanche, la même église baptiste où j'ai été baptisé à 12 ans. 200 invités. Paige avec un voile cathédrale. Maman en lavande. Papa dans un nouveau costume que je n'avais jamais vu auparavant. La réception avait un groupe de musique, un gâteau à 5 étages et un départ au cierge. Magique qui ressemblait à un film. Ils ne m'ont pas invité. Ils ne me l'ont pas dit. Je l'ai découvert 4 jours après le mariage lorsqu'une amie du lycée a posté une photo de groupe avec la légende « Meilleur mariage de l'année ». J'ai zoomé. Mes parents étaient au 2e rang, souriants, bras dessus, bras dessous. Papa semblait plus mince. Maman avait exactement la même apparence. J'ai longtemps regardé cette photo.
Non pas parce que j'étais jalouse du mariage. J'avais eu mon mariage. 12 personnes, de la cuisine thaïlandaise, une robe à $160 et le meilleur homme que j'ai jamais connu. Je regardais parce qu'ils avaient l'air heureux. Et ils avaient l'air heureux sans moi. J'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai commandé un ensemble de serviettes en lin faites à la main dans une boutique de Portland. Ivoire, monogrammé avec les nouvelles initiales de Paige. J'ai écrit une carte. Félicitations pour ton mariage. Je te souhaite, à toi et à ton mari, tout le bonheur possible. Amour, Iris. Le colis est revenu 3 semaines plus tard. Non ouvert. Je pouvais voir que le ruban adhésif était intact. Article 17. Retour de cadeau. Mariage de Paige. Stylo rouge. Daté. J'ai remis le classeur dans le tiroir, les fermé, me suis assise à mon bureau et j'ai écouté Sophie chanter dans le bain et Liam se disputait avec Marcus pour savoir si les dinosaures pouvaient nager. C'était ma famille, juste là, dans la pièce d'à côté. Et il était suffisant. L'année 7 a changé la trajectoire. Compliance Corp a décroché sa série B, 12 millions de dollars d'une société de capital risque de San Francisco. Je me souviens de l'appel téléphonique. Marcus était dans la cuisine en train de faire des crêpes pour les jumeaux. Son téléphone a sonné. Il a écouté, hoché la tête. Raccroché, s'est tourné vers moi et a dit, ils ont dit oui. J'ai fait les calculs avant que les crêpes ne soient prêtes. 12 millions de financement, valorisation post-argent de 68 millions. Marcus et moi détenions toujours 22%. Nous n'étions pas riches. Pas encore. Mais les chiffres se dirigeaient vers un endroit que je n'avais jamais modélisé que sur des feuilles de calcul. J'ai quitté mon emploi d'analyste ce mois-là et j'ai rejoint Compliance Corp à temps plein en tant que directrice financière. C'était la première fois que mon nom figurait sur les documents de l'entreprise. À côté du sien. Nous étions partenaires en tout. Nous avons déménagé dans une maison plus grande, une coloniale à 4 chambres à Lake Oswego, à 15 minutes au sud de Portland, de bonnes écoles, un quartier calme, une cuisine avec un îlot où les jumeaux faisaient leurs devoirs pendant que je révisais les rapports trimestriels à l'autre bout. La série B a fait un petit buzz dans la presse. TechCrunch a publié un article de 4 paragraphes. 2 newsletters FinTech en ont parlé. Rien de majeur. Le genre de couverture que les gens de l'industrie remarquaient et que tout le monde ignorait. Mais quelqu'un à Millfield, Ohio, n'a pas ignoré. 2 semaines après l'article de TechCrunch, une amie du lycée m'a envoyé un texto, « Salut, un peu au hasard, mais ta mère m'a posé des questions sur l'entreprise de ton mari à l'église dimanche. Elle voulait savoir ce que signifiait la série B. Je pensais juste que tu devais le savoir. J'ai lu ce texte 3 fois. Maman n'avait pas prononcé mon nom. Depuis 7 ans. Elle ne savait pas ce que signifiait la série B, mais elle voulait savoir. Les chiffres changeaient, et Diane Archer prêtait attention. La même année, j'ai envoyé ce que je savais être ma dernière carte d'anniversaire. J'en avais envoyé une chaque année. Cette année de suite, 7 retournées. Chacune classée, chacune étiquetée. Mais cette fois, j'ai glissé quelque chose. En plus à l'intérieur. Une photo de Liam et Sophie au festival d'automne de leur école. Chemise en flanelle assortie, maquillage. Il manquait à Liam ses deux dents de devant. Sophie souriait tellement que ses yeux étaient presque fermés. Au dos de la photo, j'ai écrit « Il pose des questions sur toi parfois. Je leur dis que tu vis loin. » J'ai scellé l'enveloppe, les posté, m'attendant au cachet rouge habituel. 11 jours de retour dans la boîte aux lettres. Elle est revenue en 9 jours. Mais quelque chose était différent. L'enveloppe avait été ouverte. Le rabat était plié. La colle recellée avec une bande de ruban adhésif. Transparent.
Je l'ai tenue à la lumière. La carte était à l'intérieur. La photo était à l'intérieur. Mais quelqu'un les avait sortis, les avait regardés, puis les avait remises soigneusement, délibérément, puis l'avait renvoyée. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai tourné cette enveloppe dans mes mains. Pendant longtemps. Quelqu'un dans cette maison, papa, j'en étais presque. Certaines, avaient ouvert la carte, avaient regardé les visages de ces petits-enfants, avaient tenu la photo, puis quelqu'un d'autre maman. J'en étais. Certaines l'avaient obligée à la remettre et à la renvoyer. Il voulait la garder. Elle ne l'a pas laissé faire. Article 23, carte d'anniversaire. Ouverte et recellée. Photo vue. Toujours retournée. J'ai écrit l'étiquette d'une main plus ferme que prévu, car je soupçonnais depuis des années que papa n'était pas l'architecte de ce silence. Il en était l'exécuteur. Maman était l'architecte. Et le plan était simple. Si elle ne pouvait pas contrôler qui j'aimais, elle m'effacerait entièrement de la famille. 8e année, compliance corps grandissait plus vite que nous ne l'aurions imaginé. 80 employés, des bureaux à Portland et à Austin, un partenariat avec 2 des plus grands cabinets comptables du Nord-Ouest Pacifique. Marcus était en couverture d'un magazine économique régional, petit tirage, distribution locale. Mais son visage était sur une couverture glacée avec le titre « Le perturbateur ». Silencieux. J'ai remarqué une activité étrange sur mon LinkedIn ce mois-là. Quelqu'un de Millfield, Ohio, avait consulté mon profil 3 fois en une semaine. Pas de nom visible, un navigateur privé ou un compte factice, mais l'emplacement était bien là, Millfield, Ohio. Ensuite, Forbes a publié sa liste annuelle des entreprises à surveiller. Compliance Corse est classé 47e sur 50. Petite mention, 2 phrases, mais c'était Forbes. Je n'ai pas beaucoup réfléchi au vu LinkedIn jusqu'à quelques semaines plus tard, lorsque Marcus a été invité à participer à un podcast. FinTech. L'épisode durait 45 minutes, principalement technique, conformité, automatisation, intégration API, normes de reporting fédérales, pas exactement. Du contenu viral, mais 3 jours après sa diffusion. Mon ancien ami de l'Ohio a de nouveau envoyé un SMS. Ta mère a dit à Linda à l'église qu'elle a toujours su que Marcus était intelligent. Citation directe. Linda a dit que Diane semblait fière. Première fois qu'elle mentionne ton nom depuis des années. J'ai toujours su que Marcus était intelligent. 7 ans de silence et maintenant elle l'a toujours su. Je n'ai pas ajouté cela au classeur. Ce n'était pas un document. C'était du oui dire. Mais je l'ai écrit sur un post-it et je l'ai collé à l'intérieur de la couverture parce que je voulais me souvenir du moment où Diane Archer a commencé à réécrire l'histoire. Elle n'était pas fière de Marcus. Elle n'était même pas désolée. Elle recalculait. Les chiffres devenaient plus grands. Et ma mère était une comptable. D'un autre genre. Le chat de groupe est arrivé un lundi. Mon ami de l'Ohio, Tess, celle qui me tenait au courant des commérages de l'église, m'a appelé. À 19h. Elle semblait bouleversée. Iris, Paige m'a accidentellement ajouté à un chat de groupe familial. Je crois qu'elle voulait ajouter quelqu'un d'autre avec un numéro similaire. J'y suis resté 3 jours avant qu'il ne le remarque et ne me retire. J'ai pris des captures d'écran. Elle m'a envoyé cette capture d'écran. 3 jours de conversation familiale archée non filtrée. Je les ai lus sur le parking de l'entraînement de football de Liam. Paige. Sa société a été évaluée à 68 millions lors du dernier tour de financement. J'ai suivi les dépôts de financement. Si elle entre en bourse, nous envisageons au moins 300 millions. Diane, comment abordons-nous cela? Elle ne m'écoutera pas. Kenneth, peut-être que je devrais appeler en premier. La tâter. Diane, non. Je dois y aller en personne avec un plan.
Un vrai plan. Paige, fais une liste. Sois précis sur ce dont nous avons besoin. C'est une personne de chiffres. Elle répondra aux chiffres. Diane, combien devrions-nous demander? Paige, commence. Par l'hypothèque, puis les frais médicaux, puis la retraite. Les études pour mon fils, un soutien mensuel. Superpose. Fais en sorte que ça ressemble à un investissement familial, pas à une demande. Kenneth. Cela ne me semble pas juste. Diane, Kenneth, elle a plus d'argent que toutes. Cette ville. Elle peut se permettre d'aider sa famille. Kenneth n'a pas répondu. Après ça. Je suis resté dans ma voiture, le moteur éteint. L'horloge du tableau de bord affichait 19h22. À travers le pare-brise, je pouvais voir Liam courir à travers le terrain, poursuivant un ballon 2 fois plus grand que sa tête. Mes mains tremblaient. Non pas de tristesse, mais de clarté. 9 ans de silence. 9 ans de cartes d'anniversaire retournées et de petits-enfants ignorés, et une lettre couleur crème qui disait « Ne repassez pas par notre porte ». Et maintenant que les chiffres avaient changé, il voulait l'approcher avec un plan. Je suis rentré chez moi, j'ai imprimé les captures d'écran, je les ai classées. Article 26, chat de groupe familial, suivi financier, reconnaissance confirmée. Si cette histoire vous touche, si quelqu'un vous a déjà coupé les ponts et est revenu en courant quand les chiffres ont changé, laissez un commentaire. Dites-moi pourquoi, car je pense que plus d'entre nous portent cela que nous ne l'admettons. Et pendant que vous êtes ici, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai raconté à Marcus cette nuit-là, après que les enfants eurent dormi. Je lui ai montré les captures d'écran. Il les a lues une fois, lentement, comme il lit du code, ligne par ligne, cherchant des bugs. Quand il a eu fini, il a posé le téléphone sur le comptoir et a fixé le mur pendant longtemps. Que veux-tu faire? Rien encore, mais je veux être prête. Il a hoché la tête. C'était Marcus. Il ne me disait pas quoi ressentir. Il ne suggérait pas d'ignorer ou d'affronter, ni quoi que ce soit entre les deux. Il me demandait ce que je voulais, puis il restait à mes côtés pendant que je trouvais la solution. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat de la famille, non pas pour intenter un procès, ni pour déposer quoi que ce soit. Je voulais comprendre notre position. Quels étaient nos droits si Diane se présentait? Pourrait-elle faire valoir une quelconque revendication légale sur nos biens, sur les enfants? L'avocate, une femme nommée Grace, la cinquantaine, pragmatique, m'a expliqué tout ça en 20 minutes. Non, Diane n'avait aucun droit légal. Nos fiducies étaient structurées pour protéger les biens des enfants. Pas de droit de visite des grands-parents. Oregon sans relation existante, et 9 ans d'aliénation documentée rendaient toute réclamation risible. J'ai remercié Grace, raccroché, et je suis allé travailler. Mais j'ai aussi fait autre chose cette semaine-là. J'ai rédigé une lettre, sans l'envoyer, je l'ai juste écrite en entier à la table de la cuisine après minuit. J'y ai énuméré chaque élément du classeur. Chaque date, chaque carte retournée, chaque appel ignoré, chaque capture d'écran. 26 éléments datés, documentés, prêts. Année 9. La conversation sur l'introduction en bourse a commencé en janvier. Des banquiers d'investissement sont venus à Portland. Nous avons eu 3 séries de réunions dans notre salle de conférence. Celle avec le tableau blanc qui venait toujours de Goodwill, même si personne n'avait besoin de le savoir. Ils ont examiné nos finances, nos projections de croissance, notre taux de rétention client. Ils ont utilisé des mots comme Rod chaud, fourchette de prix et une période de blocage. Marcus a géré le pitch. Produit. J'ai géré les chiffres, chaque diapositive, chaque projection, chaque divulgation de risque. Mon nom y figurait. Directrice financière,
cofondatrice. La personne qui signait chaque dépôt auprès de la SEC avant qu'il ne quitte le bâtiment. Le processus a duré 7 mois. 7 mois de diligence raisonnable, d'examen juridique, de réunions avec les investisseurs. Marcus dormait à peine. Je mangeais à peine. Les jumeaux ont commencé à le remarquer. Liam a demandé pourquoi papa parlait toujours à son ordinateur portable pendant le dîner. Et Sophie a dessiné un portrait de moi à mon bureau avec une bulle de dialogue qui disait « Encore un email ». En août, notre avocate a finalisé la structure de la fiducie pour Liam et Sophie. 2 fiducies irrévocables financées, protégées. Personne, ni Diane, ni Kenneth, ni Paige, ni aucune future version d'un archer qui se présenterait avec une liste ne pourrait toucher $1. J'ai signé les documents de la fiducie un mardi après-midi dans un bureau d'angle surplombant la rivière Willamette. L'avocat m'a demandé si j'avais des questions. J'en avais une. Si un membre de la famille tente de réclamer l'accès à ces fonds, que se passe-t-il? Rien, a-t-elle dit. C'est le but. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé le dîner, j'ai aidé Sophie avec la division longue, j'ai mis les documents de la fiducie dans le coffre-fort sous notre lit. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des mois, personne de Millfield n'avait consulté mon LinkedIn. Pas de SMS de test sur les commérages de l'église. Aucune trace numérique. Le silence. Le genre. Dangereux. 2 mois avant l'introduction en bourse, Paige m'a envoyé un SMS. Pour la première fois en 9 ans. Le message est arrivé à 14h17 un jeudi après-midi. Salut, je pensais juste à toi. Comment vont les enfants? Simo, 9 ans, et comment vont les enfants? Comme si elle avait demandé régulièrement, comme si c'était la continuation de quelque chose au lieu d'une résurrection. Je n'ai pas répondu pendant une semaine. Je voulais voir si elle ferait un suivi. Elle l'a fait. Un deuxième SMS. Je serai à Portland pour le travail le mois prochain. J'adorerais te voir. Marcus a dit, c'est à toi de voir. J'ai accepté de la rencontrer. Pas chez nous. Dans un café du Pearl District. Public, neutre, limité dans le temps. Paige est arrivée 15 minutes en retard, vêtue d'un blazer et de bottines. On aurait dit qu'elle avait pratiqué son air décontracté. Elle m'a serré dans ses bras trop longtemps. Elle a dit, tu es magnifique, 3 fois dans les 10 premières minutes. Puis elle a commencé à poser des questions. Quelle était la taille de notre maison? Les enfants allaient-ils dans une école privée? Dans quel quartier habitions-nous? Marcus dirigeait-il toujours l'entreprise ou s'était-il retiré? Combien d'employés maintenant? Avait-il levé plus de fonds récemment? 32. Question. J'ai compté. Aucune d'elles n'était, je suis désolé. À mi-chemin de nos lattes, j'ai remarqué quelque chose dans le reflet de la vitrine du café. Paige avait son téléphone incliné vers le parking. Elle photographiait ma voiture, une Tesla Model Y blanche que Marcus m'avait offerte pour mon anniversaire. Elle faisait du repérage, cataloguait, élaborait un rapport. Je l'ai laissé finir son latte. J'ai répondu à ses questions vaguement, poliment, comme on répond aux petits bavardages d'un guichetier de banque. Quand nous nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir, elle m'a encore serré trop longtemps. Elle a commandé un latte et a posé 32 questions. J'ai compté. La seule question qu'elle n'a pas posée était la seule qui importait. Après le café, je suis rentré directement à la maison et j'ai ouvert le classeur. Article 28, visite 2. Reconnaissance de Paige, date, stylo rouge, note, 32 questions documentées. Véhicule photographié, pas d'excuses offertes, pas de mention de l'aliénation. Passé. Puis j'ai appelé Grace, l'avocate de la famille, pour la 2e fois. Il
Arrive, lui ai-je dit. Ma mère, probablement quelques semaines avant. L'introduction en bourse. Elle apportera des exigences. Grace a demandé quel genre d'exigences. Je lui ai parlé du chat de groupe, des captures d'écran, des instructions de pêche de superposer et de faire en sorte que cela ressemble à un investissement familial. Grace est restée silencieuse un instant. Vous avez de la documentation. J'ai un classeur. À quel point est-ce détaillé? 28 éléments datés, sourcés, 9 ans. Une autre pause. Iris, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous avez besoin de moi pour la structure juridique, les fiducies, la séparation des biens. C'est déjà fait. Ce que vous décrivez n'est pas une confrontation légale. C'est une confrontation personnelle. Et pour ça, vous avez juste besoin de décider ce que vous êtes prête à dire. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas d'avocat. Il s'agissait d'une femme qui s'était présentée à ma porte parce que les chiffres avaient changé et de savoir si j'allais là. Laisser réécrire 9 ans de silence en une histoire de malentendu. Je me suis assise à mon bureau ce soir-là et j'ai sorti la lettre que j'avais rédigée des mois auparavant. Celle qui énumérait chaque élément du classeur. Je l'ai lue. Puis je l'ai remise dans le tiroir. Je n'avais pas besoin d'une lettre. J'avais le classeur lui-même. 28 éléments. 9 ans. Chaque carte retournée, chaque message vocal ignoré, chaque capture d'écran, chaque preuve que ma famille m'avait effacée. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'aimais quelqu'un qu'il refusait d'accepter. Le classeur parlerait de lui-même. Compliance Corp est entré en bourse un mercredi d'octobre. Marcus et moi nous tenions sur le parquet du Nasdaq à New York, lui en costume anthracite, moi en blazer bleu marine, et avons regardé l'action ouvrir à 18 $ l'action. À midi, elle a atteint 20 $. À la clôture, 22 $. Capitalisation boursière, 440 millions de dollars. Marcus et moi détenions 10%. Valeur nette sur le papier, 44 millions de dollars. 44 millions. Je ne savais pas quoi faire de ce chiffre. Il ne semblait pas réel. C'était comme une cellule de feuille de calcul que quelqu'un avait mal tapée. Trop de zéros. Vérifier la formule. Mais les zéros étaient corrects. J'avais vérifié la formule. C'était littéralement mon travail. TechCrunch a publié un reportage. Forbes a demandé un commentaire. Bloomberg a mis le visage de Marcus dans une barre latérale. Une station de nouvelles locales de Portland a fait un reportage de 3 minutes. Le démarrage fintech d'un couple local atteint le Nasdaq. Ils ont montré notre photo d'entreprise. 2 fondateurs côte à côte. Égaux. Marcus et moi avons célébré avec du sushi du service d'étage dans notre chambre d'hôtel. Avec vue sur Times Square. Liam et Sophie étaient de retour à Portland avec Cora, qui était venue pour la semaine. Marcus s'est endormi sur le canapé à 21h15, toujours vêtu de sa veste de costume. Je suis resté éveillé. Non pas à cause de l'introduction en bourse, mais à cause de ce que je savais allait suivre. J'ai vérifié mon téléphone. 5. Appel manqué. Code régional 740, Millfield, Ohio. 3 appels d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un de Kenneth, un de Diane. Je n'ai pas rappelé. J'ai posé le téléphone face contre table sur la table de nuit et j'ai regardé le plafond. 9 ans, 44 millions de dollars. Et soudain, Iris Archer valait à nouveau la peine d'être connue. Je me suis endormi la main sur le téléphone, comme s'il pouvait sonner à nouveau. Il le ferait. Le message vocal de Kenneth est arrivé. Le lendemain matin alors que je me brossais les dents. Sa voix était plus mince que dans mon souvenir, plus vieille. La cadence était la même, lente,
prudente, celle d'un homme qui mesurait ses mots comme du bois. Mais quelque chose d'en dessous avait changé. Il y avait une fissure. Ma petite fille, je t'ai vue aux informations. Toi et Marcus à la bourse. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste. J'appelle. Je suis fier. De toi. J'ai toujours été une longue pause, respirant. Votre mère veut parler. Elle a des choses qu'elle veut discuter. S'il vous plaît, rappelez-la quand vous pourrez. Je t'aime, Iris. Je l'ai écouté 3 fois. Ma petite fille. Il ne m'avait pas appelé comme ça depuis mes 14 ans. Et je suis fier de toi. 4 mots que j'avais attendu une décennie. Mais ensuite, j'ai rembobiné, écouté à nouveau, écouté la structure de la phrase. Il a appelé après l'introduction en bourse, pas après le mariage, pas après la naissance des jumeaux, pas après aucune des 7 cartes d'anniversaire. Ni les photos d'échographie, ni les faire-part de naissance, après l'introduction en bourse. Il était fier de moi sur le papier. Il avait toujours été fier de moi. Sur le papier. Ce qu'il n'avait jamais été, c'était assez courageux pour décrocher le téléphone quand il n'y avait pas des millions attachés à l'appel. Il n'est pas des nôtres, Iris. Il ne le sera jamais. J'entendais la voix de maman, mais c'est papa qui imposait le silence. Il aurait pu appeler n'importe quel jour, n'importe quelle année. Il a choisi celui-ci, celui avec 44 millions de raisons de se reconnecter. J'ai sauvegardé le message vocal. Je ne l'ai pas ajouté au classeur. C'était trop triste pour le classeur. Au lieu de cela, je me suis assise sur le sol de la salle de bain de l'hôtel et je me suis laissé ressentir tout pendant environ 4 minutes. Puis je me suis levé et j'ai fait ma valise. Nous avions un vol à prendre. Le SMS de Diane est arrivé 2 jours après notre retour de New York. Il était long. Soigneusement composé, sans faute de frappe, sans erreur de correction. Automatique, sans abréviation décontractée. C'était une ébauche. Elle l'avait écrit, édité, probablement lu à haute voix devant le miroir. Iris, je sais que nous avons perdu du temps. Je pense à toi et aux enfants tous. Les jours. La vie est courte, et j'ai appris que certaines choses comptent plus que les différences qui nous divisent. J'aimerais parler de l'avenir, des enfants, de ce que signifie être une famille. Il y a des choses que les familles devraient partager. Je crois que nous pouvons trouver un chemin si vous êtes prête. Je l'ai lu 2 fois, comptez les mots, 63 soigneusement choisis. Et pas un seul n'était. Désolé. Pas un seul n'était j'ai eu tort. Pas un seul ne reconnaissait qu'elle m'avait renié pour avoir épousé un homme dont la peau était d'une autre couleur que la sienne. Pas un seul ne mentionnait les cartes d'anniversaire. Retournées, les petits-enfants ignorés, les 9 années de silence armé. Elle a écrit « Les différences qui nous divisent ». Comme si notre éloignement était un désaccord philosophique au lieu d'une femme qui avait dit à sa fille « Il n'est pas des nôtres » et qui avait renvoyé 7 ans de cartes d'anniversaire non ouvertes. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran du texte, l'ai imprimé, j'ai ouvert le classeur. Article 29. Premier SMS 2. Diane en 9 ans. 63 mots. 0 excuse. Stylo rouge. Daté. J'ai refermé le classeur, l'ai remis dans le tiroir du bas, me suis assise à mon bureau et j'ai regardé la photo encadrée à côté de mon écran. Marcus et moi et les jumeaux à Cannon Beach. Nous 4. Louchant sous le soleil. Liam sur les épaules de Marcus, Sophie me tenant la main. C'était ma réponse, juste là, dans le cadre. Tessa a appelé un vendredi. Paige raconte à tout le monde qu'elle t'a rendu visite à Portland. Elle dit que tu vis dans un manoir, ses propres mots. Elle dit que Marcus a frappé l'or, que tu conduis une Tesla et que les enfants vont
Dans une école privée. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. La moitié de ça est faux. Ce n'est pas un manoir et les enfants vont à l'école publique. Iris, ce n'est pas la question. Ta mère prépare un voyage. Paige a dit à Linda au salon que Diane allait à Portland la semaine prochaine. Elle fait sa valise. J'ai fermé les yeux. Je sais. Comment? Parce que Paige a compté chaque pièce dans ce café. Et a photographié ma voiture. Silence à l'autre bout. Alors, que vas-tu faire? Je vais ouvrir la porte. Tessa semblait surprise. Tu vas la laisser entrer? Je vais la laisser parler. Et puis je vais lui montrer ce que j'ai gardé dans le tiroir du bas de mon bureau pendant 9 ans. J'ai raccroché et je me suis tenu dans ma cuisine. La cuisine avec Lilo ou Sophie faisait ses devoirs et Liam construisait des tours de Lego, et Marcus faisait des crêpes le dimanche matin. La photo de Cora était sur le frigo à côté du dessin de sortie scolaire des jumeaux. Mamie Cora, la seule grand-mère qu'ils aient jamais connue. Diane arrivait. Je le savais depuis le chat de groupe, depuis la série B, depuis les vues LinkedIn et les commérages de l'église et les 32 questions de Peugeot. Café. Les chiffres avaient changé et Diane Archer venait encaisser. Mais je n'étais pas la même fille qui avait quitté Millfield à 18 ans avec une bourse et une carte de sa mère qui disait « Reviens vite à la maison ». J'étais directrice financière, mère, une femme avec un classeur, et j'étais prête. L'ironie ne m'échappait pas. À Millfield, les nouvelles se répandaient dans l'église. Baptiste comme l'eau s'infiltre dans le calcaire, lentement, partout, impossible à arrêter. Quand j'ai épousé Marcus, le réseau de rumeurs avait fait son travail en 48 heures. La fille de Diane Archer a épousé quelqu'un qui n'est pas comme nous. Les femmes de la chaîne de prière ont fait claquer leur langue. Les hommes du restaurant ont secoué la tête, et Diane avait utilisé cette pression sociale comme une arme. Elle m'avait renié en partie parce qu'elle ne pouvait pas supporter les chuchotements. Maintenant, les murmures avaient inversé. Tess me l'a dit. Linda du salon l'a dit à Tess. L'organiste de l'église l'a dit à Linda. Le mari d'Iris Archer était au Nasdaq. Iris Archer était directrice financière. Iris Archer valait 44 millions de dollars. Et Diane Archer, la femme qui organisait le brunch de Pâques et coordonnait la chaîne de prière, avait renié sa propre fille il y a 9 ans pour l'avoir épousée. Les gens ne chuchotaient plus. Ils posaient des questions directement à Diane. Tu dois être si fière. Quand as-tu rendu visite aux petits-enfants pour la dernière fois? Vas-tu à Portland pour les fêtes? Et Diane devait sourire à travers chaque question, car admettre la vérité auquel avait coupé les ponts avec son aîné pour avoir aimé quelqu'un qu'elle refusait d'accepter détruirait l'image soigneusement construite qu'elle avait passé une décennie à bâtir. La même ville qu'il avait laissée. Me couper les ponts lui demandait maintenant. Pourquoi? Diane ne pouvait pas dire qu'elle était éloignée de sa fille sans admettre que c'était elle qui avait tracé la ligne. Et elle ne pouvait pas prétendre que tout allait bien sans que quelqu'un ne demande inévitablement. Alors, où était Iris à Noël? La pression s'inversait, et Diane Archer, la femme qui maniait la pression sociale comme un scalpel, était maintenant celle qui était coupée. Elle est arrivée un mardi à 10h14 du matin. Je connais l'heure exacte parce que je me tenais à la fenêtre de la cuisine, séchant une tasse, et j'ai vu le taxi s'arrêter. Elle est sortie lentement, cardigan beige, pantalon noir, les mêmes boucles d'oreilles en perles qu'elle portait à l'église chaque dimanche depuis que j'étais petite. Une valise cabine, petite, usée au coin. Elle est restée sur le trottoir pendant 30 secondes complètes avant de monter le chemin. Je l'ai regardée. Regarder la maison, les détails artisanaux, la balançoire du porche, les parterres de jardin que Marcus avait plantés au printemps. Elle l'a examiné comme un expert immobilier l'aurait fait, évaluant
La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes tenus à 90 cm l'une de l'autre. Elle avait l'air plus âgée. Plus de cheveux gris. Des rides autour de la bouche qui n'étaient pas Laïli. À 9 ans. Ses yeux, de la même teinte de vert que les miens, étaient déjà humides. Iris. Maman. Un silence. 4 secondes. Je suis venu parler d'eux. L'avenir des enfants. Pas, je suis venu parce que tu me manquais. Pas. Je suis venu parce que j'avais tort. Pas même. Je suis venu parce que je t'aime. Je suis venu parler de l'avenir des enfants. Les enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. Les enfants dont elle avait renvoyé les photos dans des enveloppes scellées. Les enfants dont Paige disait qu'ils n'avaient pas de vrais grands-parents. J'ai regardé la valise. J'ai regardé le morceau de papier plié dans sa main droite. Entrez. Je ne l'ai pas mené au salon. Je l'ai mené à la cuisine. La cuisine avait une table. Elle avait une bonne lumière. Elle avait le frigo avec la photo de Cora. Et les œuvres d'art des jumeaux, et une carte du monde où Sophie marquait chaque pays qu'elle voulait visiter un jour. La cuisine était l'endroit où la vérité vivait dans cette maison. Et la vérité, c'est ce que nous allions avoir. Elle s'est assise à table. J'ai versé 2 verres d'eau. Pas de café. Le café était pour les gens qui restaient. Elle a regardé autour de la cuisine. Ses yeux se sont posés sur le frigo, sur la photo de Cora. Mamie Cora tenant Liam et Sophie sur ses genoux à la plage. Tous. Les 3 riaient. Diane l'a fixé pendant 5 secondes. Quelque chose a traversé son visage. Je ne savais pas si c'était de la culpabilité ou de la jalousie. Puis elle a déplié le papier. Son écriture, à l'encre bleue, 5 points, chacun net. Délibéré, le produit de ce qui a dû être des heures de calcul. Elle les a lus. À haute voix. Fonds de retraite pour ton père et moi, 500 000 $. Je n'ai rien dit. Fonds d'études pour le fils de Paige, Thomas, 200 000 $. Rien. Dépenses médicales. L'opération du genou de ton père? 45 000 $. Rien. Remboursement de l'hypothèque. La maison familiale 180 000 $. Rien. Soutien mensuel 3 000 $. Elle a plié le papier, l'a posé sur la table entre nous, m'a regardé. C'est ce que font les familles, Iris. Ton père a travaillé toute sa vie. Il s'est sacrifié pour vous deux. Il est temps de rendre. J'ai fixé la liste. 925 000 $ détaillés, calculés, présentés comme une facture. Pas une seule fois pendant la lecture elle n'a mentionné mon nom avec le mot « désolé ». Pas une seule fois elle n'a reconnu qu'elle était assise dans une maison qu'elle n'avait jamais visitée, demandant de l'argent à des petits-enfants qu'elle n'avait jamais tenus dans ses bras. Ces enfants n'ont pas de vrais grands-parents. C'est ce qu'elle a choisi. Les mots de Paige résonnaient. J'ai ramassé la liste, relu chaque ligne une dernière fois, les plier, les poser. Puis je me suis levé et j'ai marché vers mon bureau. Le tiroir du bas était exactement là où je l'avais laissé. Tiroir du bas, sous les dossiers fiscaux, derrière les vieux documents d'assurance. J'ai sorti le classeur, bleu marine, à 3 anneaux, lourd, le genre de poids qui vient de 9 ans de documentation. Je l'ai ramené à la cuisine, l'ai posé sur la table juste à côté de la liste de demandes pliées. 2 documents, le sien, une page, 5 points, 925 000 $. Le mien, 29 éléments, 9 ans, 0. Excuse reçue. Diane a regardé le classeur. Qu'est-ce que c'est? Tu as apporté une liste, maman? Je me suis assise. J'ai posé mes mains à plat sur la table. J'en ai apporté une aussi. Elle a fixé le classeur, les étiquettes au stylo rouge visibles à travers la couverture transparente, l'épaisseur de celui-ci.
Presque 3 pouces d'onglets. De documents et de captures d'écran imprimés et de cartes d'anniversaire. Retournés dans leurs enveloppes d'origine. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. J'ai ouvert le classeur à l'onglet 1, année 1, et j'ai commencé à lire. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de spectacle. J'ai lu comme je lis les rapports trimestriels au conseil d'administration. Factuel, organisé, article par article, 9 ans de reçu. Documenté, daté, chaque carte retournée, chaque message vocal ignoré, chaque capture d'écran, chaque preuve que Diane Archer avait systématiquement effacé sa fille aînée de la famille. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'aimais quelqu'un qu'elle refusait d'accepter. Le classeur n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une arme. C'était un dossier. Et les dossiers ne négocient pas. Ils ne discutent pas. Ils ne pardonnent ni ne condamnent. Ils disent juste la vérité. Et j'avais 9 ans de vérité à partager. Onglet 1, année 1. J'ai sorti le premier élément. Une carte d'anniversaire dans une enveloppe blanche. Cachet rouge en travers du devant. Retour à l'expéditeur. Toujours scellé. Je l'ai posé sur la table. Article 1. Carte d'anniversaire. Envoyé. 12 septembre 2017. Retourné le 23 septembre. Les yeux de Diane se sont écarquillés. J'ai sorti le deuxième. Article. Une autre enveloppe. Même cachet. Article 2. Photo de mariage. Envoyé le 14 juin 2017. Retourné le 25 juin. Un troisième. Article 3. Carte de Noël envoyée le 8 décembre 2017. Retourné le 21 décembre. Je les ai étalées une par une, lentement. Comme on expose des preuves lors d'un audit. Pas de commentaires, pas d'émotion, juste des documents. Arrangés par ordre chronologique. La bouche de Diane s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a fixé la rangée croissante d'enveloppes sur la table, des rectangles blancs avec des tampons rouges, chacune une porte que j'avais essayé d'ouvrir, et qu'elle avait claqué. Ce sont les cartes d'anniversaire que je t'ai envoyées chaque année pendant 9 ans. Chaque seule d'entre elles est revenue. Iris, je n'ai pas fini. Je passe à l'onglet 2. Année 2. 3 autres éléments. Une transcription. 2 messages vocaux. Mémos imprimés depuis une application de transcription. Agrafés à une note avec une date et une heure. Un journal d'appel sans réponse. Un Facebook. Le message « Mon monde entier » de Diane. Pas d'Iris, pas de Marcus, pas de petits-enfants. Article 4, message vocal. Pour toi. 7 janvier 2018. Durée 47 secondes. Pas de rappel. Diane après cessé. Doigt sur ses lèvres. Ses yeux étaient humides. Article 5. SMS de papa. 12 février 2018. 4 mots. Ta mère a besoin de temps. J'ai posé l'imprimé sur la table. Ça fait 9 ans, maman. Combien de temps de plus avais-tu besoin? Les larmes sont venues. Je m'y attendais. Diane a couvert son visage de ses 2 mains et a émis le son que j'avais entendu 1000 fois en grandissant. Le cri théâtral contrôlait qu'elle utilisait quand elle voulait de la sympathie sans renoncer à sa dignité. C'était le même cri qu'elle utilisait quand papa oubliait leur anniversaire. Le même cri qu'elle utilisait quand l'église ne choisissait pas sa casserole. Pour les finales du repas partage. J'ai été blessé, Iris. Tu l'as choisi lui. Plutôt que nous. Tu es parti. Je ne suis pas parti. Tu m'as dit de ne pas revenir. Ce n'est pas j'étais contrarié. Les gens disent des choses quand ils sont contrariés. J'ai tourné à l'onglet 4, année 4, j'ai sorti une
Impression. Article 16. SMS de Paige à une amie commune. Transféré à moi. 9 mars 2021. Je l'ai lu à voix haute lentement. Ses enfants n'ont pas de vrais grands-parents. C'est ce qu'elle a choisi. Diana. Tressaillit. Paige ne voulait pas dire ça. C'est le texte exact de Paige. Mot pour mot. J'ai tourné au dernier onglet, les captures d'écran, cette page. Le chat de groupe article 26, capture d'écran du chat de groupe familial. Fourni par une amie commune qui a été accidentellement ajoutée. 4. Octobre 2025. J'ai lu le message de Paige. Fais une liste. Sois précise sur ce dont nous avons besoin. C'est une personne de chiffres. Elle répondra aux chiffres. Puis, celui de Diane. Elle a plus d'argent que toute cette ville. Elle peut se permettre d'aider sa famille. Le visage de Diane a changé. Les larmes théâtrales se sont taries. Quelque chose de plus dur a fait surface. Quelque chose que je reconnaissais. La même expression qu'elle portait quand Paige cassait la belle porcelaine et en accusait le chien. La colère, pas la culpabilité. La colère. Tu n'avais pas le droit de lire ça. Je l'ai regardé. D'un air égal, stable. Tu n'avais pas le droit de renvoyer les photos de mes enfants. La cuisine est devenue silencieuse. J'ai cherché un élément spécifique. Onglet 5, année 7. L'enveloppe était légèrement différente des autres. Même papier blanc, même tampon rouge, mais le rabat était froissé. La colle avait été coupée et recellée avec un mince morceau de ruban adhésif transparent. Je l'ai tenu en l'air. Article 23. Carte d'anniversaire. Année 7. À l'intérieur de cette carte se trouvait une photo de Liam et Sophie au festival d'automne de leur école. Au DOS, j'ai écrit, ils posent des questions sur toi parfois. Je leur dis que tu vis loin. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Cette carte a été ouverte. Quelqu'un a regardé leur photo, a regardé leur visage, puis l'a recellée et l'a renvoyée. La mâchoire de Diane s'est serrée. Qui l'a ouverte, maman? Rien. Papa l'a ouverte. Il voulait la garder. Et tu l'as fait la renvoyer. Les mains de Diane étaient maintenant à plat sur la table. Ses yeux fixaient l'enveloppe, le ruban adhésif. Elle a murmuré quelque chose de si doux que j'ai failli le manquer. J'avais peur. J'ai attendu. Si je le laissais le garder, si je laissais quoi que ce soit entrer, j'aurais dû admettre que j'avais tort. Que j'avais perdu 9 ans pour rien. Que j'avais repoussé mes petits-enfants. Parce que j'étais trop fier d'eux. Elle s'est arrêtée, a dégluti. Pendant une seconde, peut-être deux. J'ai vu quelque chose de réel sur son visage. Pas une performance, pas une manipulation. Une peur réelle. Le genre qui vit si longtemps sous la colère qu'elle oublie. Comment se manifester autrement? Puis elle a disparu. Son menton s'est relevé. Sa posture s'est raidie. Mais tu nous as quittés, Iris. Tu as fait ton choix. Le moment d'honnêteté s'est évaporé comme de la vapeur d'une tasse de café. Disparu avant que je ne puisse le retenir. J'ai posé la liste des demandes de Diane sur le côté gauche de la table. J'ai posé le classeur sur la droite. 2. Documents côte à côte. Ta liste. 925 000 $. 5 points. Pas d'excuses. J'ai tapé sur le classeur. Ma liste. 29 articles. 9 ans de silence. 9 ans de cartes d'anniversaire retournées. Et 2 petits-enfants ignorés, et une fille que tu as effacée parce qu'elle a épousé le mauvais homme. Les narines de Diane se sont dilatées. Je n'ai pas effacé. Tu as dit à l'église que je t'avais abandonné. Tu as dit à Paige de dire à nos amis que mes enfants n'avaient pas de vrais grands-parents.
Tu as suivi l'entreprise de mon mari pendant des mois et tu es venu à ma porte. Avec une facture détaillée. J'ai refermé le classeur. Les anneaux métalliques se sont refermés. Tu n'es pas venu ici parce que je te manquais, maman. Tu es venu ici parce que les chiffres ont changé. Diane s'est levée, la chaise a raclé le carrelage. Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant. La nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires, c'est comme ça que tu nous rembourses? Tu m'as élevé. Ce n'est pas une dette. C'est ce que font les parents. Nous t'avons tout donné. Tu m'as donné une carte qui disait « Reviens vite à la maison ». Puis tu m'as dit de ne pas revenir. Elle n'avait pas de réponse à cela. Je la voyais chercher, parcourant son carnet mental de culpabilité et de levier émotionnel, ne trouvant rien qui convienne. Tu as dit qu'ils n'étaient pas des nôtres, mais pendant 9 ans, sa mère a été la seule grand-mère que mes enfants aient eue. Les mots flottaient dans la cuisine comme de la fumée. Elle les a entendus. Je les ai vus atterrir. Elle n'avait plus rien à dire. La porte du garage a grondé. Marcus est entré dans la cuisine par la buanderie, les clés dans une main, un sac d'ordinateur portable sur l'épaule. Il a vu Diane. Il a vu le classeur sur la table. Il m'a vu. Il n'a pas parlé. Il a posé son sac sur le comptoir, s'est approché de l'endroit où j'étais. Assise, a posé sa main sur mon épaule, s'est assis à côté de moi. C'était tout. Pas de mots, pas de confrontation, pas d'entrée dramatique, juste un homme assis à côté de sa femme parce qu'elle avait besoin de lui. Diane a regardé Marcus. L'homme qu'elle avait refusé d'accepter 9 ans auparavant. Il portait une chemise en flanelle, des chaussures de course et une montre qui coûtait moins cher que ses boucles d'oreilles en perles. Il n'avait rien de flashy. Rien qui annonçait 44 millions de dollars. Il était juste un homme bon, un père, un mari. Et il était juste là, la main sur mon épaule, disant tout sans ouvrir la bouche. Diane a fixé sa main, mon épaule, l'espace entre nous qui ne contenait aucune tension, aucune performance, aucun besoin de mots. Elle a compris. Je n'avais pas besoin de la famille Archer. J'avais déjà construit la mienne. J'ai parlé doucement. Comme on donne un chiffre final dans un bilan, factuel, complet, sans révision en attente. Maman, je ne te donnerai pas d'argent. Elle a ouvert la bouche. J'ai continué, non pas parce que je ne peux pas me le permettre. Mais parce qu'au moment où je te tendrai un chèque, tu croiras que tu avais raison de rester à l'écart jusqu'à ce que cela devienne profitable de revenir. Tu te diras, et tu diras à Paige, que c'est ce que fait la famille. Que le silence était un malentendu, que les 9 années n'étaient qu'une période difficile. J'ai ramassé sa liste, je la lui ai tendue. Ce n'était pas une période difficile. C'était un choix. Ton choix. Chaque carte retournée, chaque message vocal ignoré, chaque photo de tes petits-enfants que tu as regardé et renvoyé. Elle n'a pas pris la liste. Il est resté en suspens entre nous. Si tu veux connaître tes petits-enfants, vraiment les connaître. Pas comme un poste sur un plan financier. Cela commence par des excuses. Non pas à moi, mais à eux. Et cela ne commence pas aujourd'hui. Cela commence quand tu seras prête à le penser vraiment. Diane a pris la liste, a ramassé sa valise, a marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'est arrêtée, s'est retournée, a ouvert la bouche, l'a refermée, et est sortie. La porte a claqué. Pas un coup violent, un clic. Le bruit de quelqu'un qui part, sachant qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle ne pourrait pas racheter. Si quelqu'un est apparu dans votre vie seulement après que les chiffres aient changé, j'ai besoin d'entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a rappelé que votre valeur n'est pas un montant en dollars, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela.
2 semaines se sont écoulées. Marcus et moi n'avons pas beaucoup parlé de Diane, non pas parce que nous l'évitions, mais parce qu'il n'y avait plus grand-chose à dire. Elle était venue avec une liste. Je lui avais montré un classeur. Elle était partie sans s'excuser. Les calculs étaient faits. Les jumeaux ne savaient pas qu'elle était venue. Ils étaient à l'école les 2 fois, à son arrivée et à son départ. Je préférais ça. Ils apprendraient l'existence de Diane Archer quand ils seraient assez grands pour comprendre que certaines personnes ne vous voient que lorsque la lumière est bonne. Kenneth a appelé, pas un week-end, un mardi matin, à 9h14. Pendant que je révisais un contrat fournisseur au travail. Iris, ta mère m'a raconté ce qui s'est passé. J'ai attendu. J'aurais dû t'ouvrir cette porte il y a 9 ans. J'aurais dû décrocher le téléphone. J'aurais dû conduire jusqu'à Portland le jour de la naissance des jumeaux. J'aurais dû faire beaucoup de choses. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Pas à cause de l'argent. Je ne veux pas de ton argent. Je veux connaître mes petits-enfants et je veux savoir si tu me laisseras essayer. Je suis restée silencieuse longtemps. 17 secondes. J'ai compté. Je te crois, papa, mais te croire et te faire confiance sont 2 choses différentes. Nous commençons doucement. Appel téléphonique toutes les 2 semaines. Pas de visite pour l'instant, pas d'argent, juste parler. Il a accepté. C'est plus que ce que je mérite. C'est exactement ce que tu mérites. Ni plus, ni moins. Nous avons raccroché. Je suis retourné à mon contrat. Paige a envoyé un SMS une fois. Une ligne. Tu aurais pu simplement aider. Je n'ai pas répondu. Certains messages sont leurs propres réponses. Diane n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS, n'a pas écrit. Le silence est revenu, mais cette fois il était le sien. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. C'était à elle de jouer. Le classeur était dans le tiroir du bas. 29 éléments. 9. Je n'en ai pas ajouté un 30e. J'espérais ne jamais avoir à le faire. Voici ce que 9 ans de silence m'ont appris. La famille, ce n'est pas les gens qui partagent votre nom de famille. La famille, ce n'est pas les gens qui se présentent quand votre valeur nette change. La famille, ce sont les gens qui se présentent quand votre monde est petit et que votre garage est froid et que vos bébés ont besoin d'une grand-mère. Les gens qui volent de Cleveland toutes les 6 semaines, qui tricotent des couvertures et apprennent à votre fils à faire des grillés cheese. C'est ça, la famille. Et il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de se montrer. C'est mon histoire. 9 ans, 29 éléments, un classeur bleu marine. Si cette histoire vous a rappelé que votre valeur n'a jamais été une somme d'argent, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine.